Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction aujourd'hui le Liban, en proie à une crise politique que rien ne semble pouvoir régler, d'autant que les attentats se multiplient et que plane de nouveau sur le pays du Cèdre, plus divisé que jamais, le spectre de la guerre civile, comme entre 75 et 90. Dans ce contexte de peur et de déliquescence de l'État, il est un commerce florissant, celui des armes pour les Libanais. Il n'a jamais été aussi facile de se procurer une Kalachnikov ou un M16 américain pour assurer sa défense ou celle de sa famille. Du coup, face à une demande croissante, les prix ont quadruplé depuis un an et le trafic s'intensifie. Il faut dire que les frontières, avec la Syrie notamment, sont pour le moins perméables à ce trafic lucratif. Au Liban, voici l'enquête de France 24, signée Jean-Marie Kemener et Badid Karani. Les espoirs de paix civile au Liban partent en fumée. Le rythme des attentats s'accélère et c'est du jamais vu depuis la guerre civile qui a déchiré le pays entre 1975 et 1990. Le 25 janvier dernier, les Libanais font face à l'horreur. Une voiture piégée vient de tuer le capitaine Wissam Haïd. Ce policier avait 31 ans et était le responsable des écoutes téléphoniques. Pour les enquêtes sur les attentats, c'était aussi un spécialiste du dossier islamiste. 2 jours plus tard, sur l'ancienne ligne de démarcation entre quartiers chiites et chrétiens, des militants chiites se rassemblent, certains ont pris position sur les toits. Ils protestent contre les coupures de courant très fréquentes. Le mouvement de protestation devient politique. L'opposition manifeste contre la majorité. Plus nombreux dans la soirée, ils montent des barrages improvisés. L'armée prend alors position, les armes sortent de leurs cachettes. Des snipers inconnus occupent les toits, ils tirent au petit bonheur la chance. L'armée est complètement dépassée et les manifestants aussi. Le Liban retourne vers son passé. Les armes sont de retour dans la rue. Pour comprendre la fièvre des armes au Liban, il faut aller à Tripoli, la capitale du nord du pays, majoritairement sunnite. C'est ici, dans ces ruelles entrelacées, que se côtoient tous les démons libanais. L'absence d'État, les affrontements interconfessionnels, politiques et l'extrémisme salafiste. C'est ici qu'il faut chercher les armes. Maintenant, on va s'arrêter et on va continuer à pied. Rendez-vous est pris avec un grossiste. Sa cage d'armes est l'une des plus importantes de la ville. Il accepte de nous détailler une partie de son stock sous certaines conditions. Il n'y aura pas d'éclairage, il sera cagoulé et il ne donnera pas d'interview filmée. Trafiquants et armes sont au rendez-vous. Derrière son masque, à la lueur des bougies, le propriétaire des lieux dresse son inventaire. Cette roquette, elle est fabriquée en Russie. On l'utilise contre les blindés normalement. Ce LOW est d'origine française. Cette mitraillette, elle est fabriquée en Pologne. Elle sert surtout quand on donne l'assaut. Et ça, c'est un lance-roquette d'origine russe. C'est anti-char. Je rafale ou je mitraille? Mais d'où viennent ces armes? Pourquoi le marché est florissant? Le grossiste nous conseille un fin connaisseur des trafics d'armes au Liban. Rassan Korani accepte de nous recevoir chez lui, toujours à Tripoli. D'une vie mouvementée, il garde une cicatrice impressionnante. 11 balles ont bien failli le tuer. Il accepte de parler à visage découvert et de livrer son expertise. Il y a un important trafic d'armes au Liban. De plusieurs sortes, certains servent des intérêts politiques, d'autres non. Les filières de ces trafics utilisent des canaux transfrontaliers entre la Syrie et le Liban. Je suis étranger, je ne parle pas la langue, il faut combien de temps pour avoir un M16? Tu l'auras tout de suite. Je viens d'arriver à Beyrouth, je veux 20 à K47. Je peux les trouver facilement? Je vais te dire quelque chose. Au Liban, rien n'est impossible. Au Liban, aujourd'hui, on peut tout faire avec de l'argent. Tous ceux qui donnent des armes à n'importe quel citoyen libanais commettent un crime contre l'État libanais et contre eux-mêmes. Et l'histoire s'en souviendra. Rencontre donc avec l'un de ces criminels officiant à Beyrouth. Ziad est un petit vendeur et c'est chez lui qu'il fait des affaires avec une méthode très bien rodée. Voici les armes. Je mène mes affaires avec les acheteurs d'abord au téléphone. Ils m'appellent sur mon numéro et je conviens d'un mot de passe entre moi et un client potentiel. Si ce client donne le mot de passe, ça veut dire que c'est bien lui. On se rejoint dans un lieu précis
mais on s'est déjà entendu sur le type d'armes qu'il désire acheter. Kalachnikov, M16, tout ce qu'il peut vouloir. Tout est disponible et si par hasard ce n'est pas disponible, je lui dis « Attends 2 ou 3 jours et contacte-moi à nouveau ». Si on tombe d'accord, il vient, en quelques minutes, je prends l'argent et je lui donne le pistolet ou le fusil. Et il repart. Signe objectif d'une aggravation de la situation, la demande fait grimper les prix depuis 1 an. Ce pistolet était à 250, 300 $. Depuis que les prix ont augmenté, c'est passé à 800 $. Celui-là était à 1200. Aujourd'hui, c'est environ 2000 $, 2000 et quelques. Ça dépend du client. Cette Kalachnikov était à 250. Maintenant, c'est environ 8 ou 900 $. Si j'ai de bonnes relations avec le client, je lui fais un prix. Dans l'avenir, avec ce qu'on vit aujourd'hui, on peut prédire que les prix vont encore augmenter. Il y a beaucoup de demandes pour les armes. Ah oui, beaucoup de gens demandent des armes? Oui, beaucoup en demandent. Et pas en petite quantité, en grande quantité. Il y a 2 ans, les clients voulaient 1 ou 2 pièces. Aujourd'hui, ils en veulent 10 ou 15. Ça fait beaucoup. Il est temps de rencontrer des clients. Retour dans le nord du pays avec un guide local dans la région du Hakkar. Elle est frontalière avec la Syrie. Le Hakkar est majoritairement sunnite. À une dizaine de kilomètres d'ici se sont déroulés les combats pour la prise du camp palestinien de Nar el-Bared. Khaled, c'est un nom d'emprunt, envoie ses 2 fils à notre rencontre. Ici, personne ne sortirait sans son arme. Khaled est un chef de clan, héritier ou prisonnier des traditions rurales libanaises. Il faut défendre sa famille, son clan, son village, sa religion. Ça, c'est la Kalachnikov. Celle-là, elle sert à se défendre si quelque chose arrive. On peut se défendre avec ça. Quand les Syriens nous occupaient, ils venaient chaque jour dans la maison, nous prendre la voiture ou notre argent. Ils nous attaquaient. Alors on était bien obligé d'avoir une arme pour se défendre. Les armes, c'est devenu comme une montre au poignet. Il faut que chacun en ait une pour se défendre. Bien sûr, il faut l'utiliser. C'est comme d'aller à l'école. Il faut aller à l'école, et bien, il faut aussi apprendre à se servir d'une arme. Même les femmes, bien sûr. Elles visent mieux que les hommes. Parfois, la femme doit défendre son mari s'il a un problème. Il faut qu'elle le défende, et crois-moi, ma femme, elle vise mieux que moi au pistolet. On échange des armes entre nous. Quelqu'un qui a besoin d'argent peut alors vendre son arme, ou ça peut être quelqu'un qui veut en changer, ou en avoir une plus neuve. C'est comme ça que ça se passe. L'aggravation de l'insécurité, la crise confessionnelle, les attaques contre notre confession, tout ça nous inquiète et fait que nous devons vendre ou acheter des armes. Ils ne laissent pas l'État se redresser. Est-ce qu'ils laissent l'État travailler? Non, ils ne le laissent pas faire. Alors on est bien obligé de remplacer l'État, ou au moins de soutenir l'armée. Mais même l'armée qui doit protéger tout le monde, si elle ne le peut pas, eh ben on prend nos responsabilités et on se défend nous-mêmes. Au fil de la conversation, la crainte de se montrer laisse place à la fierté de montrer la force et les armes du clan. Les armes ne se trouvent pas toutes dans les campagnes lointaines et rurales, ni toutes chez les musulmans. De nombreux chrétiens ont élu domicile sur les hauteurs de Beyrouth. Depuis des siècles, la montagne, fût-elle très proche de la capitale, leur offre son abri. Sami ne fait pas de politique, juste des affaires, de bonnes affaires. Les armes font partie de son univers et sont parfaitement assumées. Ma relation avec les armes, c'est une relation de respect et ça s'arrête là. Ça ne veut pas dire que je l'apprécie. Sur une étagère, près de la télévision, le pistolet Glock qui l'accompagne partout. Sami a truffé d'armes son appartement cossu, en commençant par le dressing. C'est une pompe action. Ça, c'est juste en cas de nécessité où je ne peux pas atteindre un revolver ou une arme qui est placée autre part. Et vous continuez aussi.
là. C'est du sérieux ça. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est un M16. M16. Et ça c'est une autre pièce que j'ai, que je garde dans ma chambre. Aussi. C'est un MP5. Elle tire à peu près une question de 1500 coups par minute. Énorme. Donc c'est de la folie. Donc si quelqu'un vient jouer avec vous là, vous videz le chargeur dedans et il est terminé. Tous mes copains sont dans le même cas. Et tous ces gens-là ne sont pas des voyous, ne sont pas des gens de la rue, ce sont des gens éduqués, qui ont fait leurs études, qui sont croyants, qui pratiquent, qui sont bons et doux et gentils. Et voilà, c'est juste pour se protéger. Ils nous veulent hors du pays. Ils veulent islamiser le pays, ils nous veulent hors du pays. Ils, c'est les musulmans. Bien sûr. Tous les musulmans, sunnites, chiites confondus. Bien sûr. Et toute la famille s'est tirée? Ouais, tous. Mon épouse, mon gosse, bon, il tire, mais je lui ai appris comment. Il a maintenant 4 ans et demi. Et j'ai dit, ben voilà, tu vas me tenir la main. Et on va tirer quelques coups et je vais te montrer ce qu'un revolver fait. J'ai rapproché la cible. J'ai dit voilà, tu vois, ça a troué le carton. Donc si tu as tiré sur quelqu'un, tu vas le blesser, tu vas lui faire beaucoup de mal, il va y avoir beaucoup de sang qui va sortir. Donc c'est pas un jeu. Le jeu serait plutôt de savoir comment les armes peuvent passer au Liban. Direction donc le plus important poste de frontière du pays à Masnaa, passer la plaine de la Bekaa entre Liban et Syrie. Les 90 douaniers qui y travaillent voient passer quotidiennement plus d'une centaine de camions. Et les moyens sont dérisoires. Pas d'ordinateur et le portique flambant neuf, un don de l'Allemagne, est en panne. Le système n'est pas encore informatisé? Non. Il le sera jusqu'à... On essaie, la direction de la douane essaie de... Parce que je vous ai dit qu'on a un grand problème à la communication. Il va aller sous le scanner? Non. Le scanner ne travaille pas. Maintenant, on a fixé le scanner. Sans moyens modernes, les douaniers libanais en sont réduits à tenter de réparer au plus vite le portique pour les camions et à exercer une fouille sommaire. Ici, le douanier check les bagages, il voit qu'il y en a des marchandises à déposer. Ici, des caméras. On n'a pas de caméras, mais on va mettre des caméras. Sans caméra, donc sans ordinateur ni rayon X, les douaniers s'adonnent au sport national libanais. Ils se débrouillent et ils espèrent mieux pour l'avenir. Un avenir meilleur où l'État jouerait son rôle, où la peur de l'autre et les arsenaux privés ne seraient pas les deux piliers nécessaires au rapport humain. Et on retrouve maintenant en duplex à Beyrouth Jean-Marie Kemener. Jean-Marie, la profusion de ces armes est très inquiétante dans le contexte politique actuel. Est-ce qu'on peut dire que le Liban se prépare à la guerre civile ? En tout cas, tous les ingrédients sont là et les ingrédients armés, beaucoup d'armes au Liban, énormément. Le vide politique total, pas d'institutions fonctionnant réellement depuis maintenant plus d'un an et une situation sécuritaire qui ne cesse de se détériorer avec des attentats à répétition et des répétitions de plus en plus fréquentes et par ailleurs des émeutes du 27 janvier dernier qui ont fait peur à tout le monde puisque ces émeutes ont eu lieu là même où avait commencé la guerre civile de 1975. Oui, le symbole effectivement est fort. Dans cet État qui se délite, l'armée semblait pourtant un point de solidité. C'était plus le cas aujourd'hui ? Il lui arrivait deux inconvénients, deux accidents de route, si je peux m'exprimer ainsi. Le premier, c'est que le président introuvable a finalement été trouvé. En tout cas, il n'a pas été encore élu, mais enfin, il a été trouvé par la personne de Michel Sleiman, qui est le chef d'état-major des armées. Ça a politisé un peu le rôle et ça a politisé un peu l'armée. Ça, c'est le premier point. Celui-là, il date d'il y a 2 mois. Et par ailleurs, les émeutes du 27 janvier dernier sont assez brouillonnes. On n'a pas très bien compris. Ce qu'on sait, c'est que l'armée a tiré sur les manifestants, en a tué certains. Et donc, le rôle de l'armée, c'est retrouver à nouveau une armée politisée, les chiites accusant l'armée d'avoir tiré contre eux, les chrétiens défendant l'armée. Et on est retombé, là encore, dans une configuration qui rappelle de très, très mauvais souvenirs aux Libanais. Oui, et puis il y a la peur du Hezbollah que beaucoup accusent d'être derrière les attentats récents. Parler d'armes au Liban, c'est difficile d'en parler sans parler du Hezbollah. Encore que le Hezbollah, c'est un cas tout à fait particulier. C'est une milice officiellement armée, et puis armée avec autre chose seulement que des kalachnikovs. Ils parlent de missiles, eux-mêmes disent qu'ils en ont 30 000. Donc pour la plupart des Libanais, s'armer, c'est répondre à un réflexe de peur. C'est la peur du Hezbollah, notamment quand on est sunnite ou chrétien. Les lignes de fracture sont encore tout à fait confessionnelles. Et à chaque fois qu'on demande, mais alors, pourquoi êtes-vous armé ? Vous avez vu le Hezbollah et vous me critiquez parce que je suis armé. Regardez le Hezbollah et leurs armes.
Et on comprend que derrière tout ça, il y a des intérêts économiques. Le prix des armes est en hausse et les frontières sont de vraies passoires, comme vous l'avez montré à ce point de passage avec la Syrie. Ouais, les frontières sont poreuses au possible. Et bien, ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, la demande d'armes est supérieure à l'offre, tout simplement. Le prix de la Kalachnikov a été multiplié par 4 en 6 mois. Mais ça veut dire également qu'on est plutôt sur des stocks existants. Les armes neuves qui sont destinées, dit-on ici, notamment du côté sunnite et du côté du camp majorité parlementaire, les armes neuves passent pour le Hezbollah et exclusivement pour le Hezbollah. Et il est vrai que ce que j'ai vu comme stock d'armes, c'est pas tout à fait très neuf, à l'exception très notable de certains richissimes chrétiens notamment, qui eux peuvent se permettre d'acheter des armes de guerre de dernier cri à des trafiquants de haut vol. Merci beaucoup Jean-Marie, vous étiez avec nous depuis Beyrouth en duplex. C'est la fin de ce magazine, merci à vous de l'avoir suivi. Magazine que vous pouvez retrouver en ligne sur notre site internet et que vous pouvez télécharger aussi sur iTunes notamment toutes les semaines. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour un numéro de Reporter tout à fait exceptionnel, numéro de Reporter en 2 parties qui sera consacré à l'Irak. C'est l'anniversaire des 5 ans de l'intervention américaine et une de nos équipes a passé de longues journées dans la capitale et autour pour faire le point sur la situation dans ce pays 5 ans après l'intervention américaine. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.